Donc, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette deuxième conférence débat organisée par le syndicat des mobilités de Touraine. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement l'Université de Tours qui nous accueille ce soir et qui nous prête ses locaux pour pouvoir échanger sur des sujets aussi importants. Une petite précision, cette conférence est filmée pour être ensuite mise en ligne sur le site du syndicat des mobilités de Touraine. Donc si jamais il y a des personnes que ça dérange, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis on s'arrangera en fonction. Donc je suis Juliette Fourny, je serai votre animatrice tout au long de la soirée et j'assurerai la modération des échanges entre les différents intervenants et vous. Donc il y a eu une première conférence débat en septembre dernier sur les enjeux sur le lien entre les enjeux climatiques et les questions de mobilité. Nous allons poursuivre notre réflexion aujourd'hui sur une autre dimension clé quand on parle de mobilité, nos comportements. Comment faire évoluer nos déplacements au quotidien? Quels leviers pour adopter des mobilités durables? Ce sont autant de questions auxquelles on tentera de répondre ce soir. Et pour cela, on entendra les regards croisés d'élus, d'experts et bien sûr les vôtres. À ce propos, donc, une petite règle de fonctionnement. Nous aurons plusieurs temps d'intervention suivis de temps d'échange. Donc je vous demanderai de garder vos questions pour ces moments dédiés. Si jamais vous avez vraiment peur de les oublier, je peux les prendre, les noter et puis les reposer lorsque ce sera le moment. Souvent, on trouve réponse à nos questions dans la suite des présentations. Cette rencontre durera 2 heures et sera structurée autour de 3 grands temps. Une première introduction par Monsieur Denis, donc, que je ne présente pas, président du syndicat des mobilités et maire de Tours. Une présentation pour rentrer un peu plus dans le détail, pour vous présenter la stratégie qui est envisagée pour ce plan de mobilité et le plan d'action par Monsieur Boulanger, le vice-président, et Madame Le Guen, directrice du SMT, et une intervention de Stéphanie Vincent, donc sociologue et experte des questions d'aménagement du territoire et des mobilités, qui abordera le cœur de notre sujet ce soir, les comportements de mobilité et leurs évolutions nécessaires. Donc je ne représente pas tous les intervenants, je viens de les citer et je laisse la parole à Monsieur Denis. Bonsoir à tous et à toutes. Ça va, vous m'entendez bien au fond? Merci beaucoup de votre présence ce soir. Alors, je vais essayer de faire vite puisqu'on m'a demandé de présenter en quelques mots le projet des mobilités de la métropole. Et ensuite, je laisserai la parole pour qu'on puisse profiter de la présence exceptionnelle de Stéphanie Vincent, qui est là ce soir avec nous et qui pourra prendre tout le temps qu'elle souhaite pour développer ces thématiques. Donc, le projet des mobilités actuelles, parce que l'objectif du PDM, c'est de le conforter, bien sûr, mais aussi de donner des orientations pour l'accélérer sur certains points, pour le renforcer sur d'autres, pour peut-être ralentir sur certains, enfin bref. Donc le projet actuel, premier volet, qui n'a pas démarré. Et donc j'espère que ce démarrage-là, qui doit se faire dans quelques jours, sera conforté dans les orientations du PDM, c'est la partie piétonne. Alors, je dis qu'elle n'a pas démarré, en fait, elle a démarré, puisqu'aujourd'hui, il y a une prise en compte de tous les aménagements piétons à chaque fois qu'on retouche à la voirie, finalement. Quand on fait des pistes cyclables, quand on refait des routes, on améliore aussi la marchabilité, l'accessibilité. Et puis, parallèlement, chaque ville aussi a obligation, même si tout le monde est en retard, de rendre accessibles les bâtiments publics qui sont sur l'espace public et donc qui font partie des espaces voilà, où il y a de nombreux piétons. Donc, dans la construction de ce plan des mobilités, on commence bien sûr par les piétons. Il y a et donc on lancera le 4 juillet un travail sur la réalisation d'un schéma directeur piéton, avec comme objectif de capitaliser sur les bonnes pratiques actuelles qu'on met déjà en œuvre lorsqu'on fait des pistes cyclables, par exemple des ronds-points,
Oui, des ronds-points à la hollandaise, comme ça a été fait dans le quartier, où on travaille pour améliorer la sécurité des piétons, la sécurité des cyclistes, et puis ralentir les automobiles, et donc améliorer aussi la sécurité des automobiles. Voilà, donc capitaliser sur ce qui est déjà fait, et puis aussi construire un schéma où on raccordera les différents pôles d'attractivité de la métropole avec des itinéraires piétons où on regardera dans le détail pour améliorer la marchabilité entre ces différents pôles de la métropole. Donc c'est un peu le même principe que le schéma cyclable. Donc, premier élément, le lancement de ce schéma piéton. Ce qui est déjà bien engagé, c'est le schéma cyclable. 350 km, 110 en cours de réalisation, ça a été voté il y a 2 ans. On investit actuellement 15 millions par an sur la réalisation de ce schéma cyclable. Donc on a démarré en 2024, 2025 également. Et puis donc la première phase sur les 110 premiers kilomètres qui seront réalisés, c'est-à-dire 6 itinéraires sur 13, se terminera en 27-28. Et puis ensuite, il faudra passer au financement de la deuxième phase qui permettra de compléter, puisqu'au global, ce schéma cyclable fait 13 itinéraires cyclables sur l'ensemble de la métropole. Troisième axe extrêmement fort, les transports en commun. Le directeur de Fil Bleu est juste devant moi, je le remercie de sa présence. Donc les transports en commun, là aussi, un enjeu de développement très fort. On a un réseau qui est surperformant aujourd'hui et qui fonctionne très bien à la fois en termes de nombre d'usagers. Il y a un Larsen, c'est pas terrible, je vais peut-être prendre un micro. Non. Donc le troisième volet, les transports en commun, avec donc une ligne de tram aujourd'hui, demain une deuxième ligne de tram dont les travaux commenceront cet été, avec un objectif d'usager qui est passé d'aller rapidement, d'atteindre rapidement les 50 millions d'usagers par an, sachant qu'avant la première ligne de tramway, c'est-à-dire en 2012, il y avait 23 millions d'usagers sur Tours. Donc on a déjà quasiment doublé, puisque là on est à 44,2 sur l'année 2024, qui est un record, après 2023 qui était aussi un record. Avant, c'était la période post-Covid qui a été bien sûr en baisse, mais on a récupéré donc les chiffres de 2019 depuis 2023. Voilà, donc un réseau de transport en commun qui se développe. L'objectif de la deuxième ligne de tramway, c'est permettre un nouveau choc de l'offre, puisque à la fois on aura une deuxième ligne, mais les kilomètres passagers qu'on va supprimer en supprimant un certain nombre de bus et en les remplaçant par le tramway, on va les réutiliser sur l'ensemble du réseau. L'objectif étant toujours de permettre d'avoir une offre toujours plus forte. Et puis dernière pierre à cet édifice qui a débuté cette année, c'est la labellisation du territoire en tant que SERM, Service Express Régional Métropolitain. Donc l'idée, c'est de remettre les trains du quotidien, les trains du quotidien et voilà, sur l'échelle départementale, donc sur notre étoile ferroviaire qui a 8 branches, et de faire en sorte que demain on ait un cadencement performant aussi sur ces 8 branches, et ce qui permettra là aussi à de nombreux Tourangeais et Tourangeaux de partout qui viendront de l'ensemble du département de rejoindre très rapidement le centre métropolitain. L'objectif global, en quelques mots, je ne vais pas redonner les objectifs qui ont été fixés parce qu'ils vont être redéfinis dans le PDM, c'est l'objectif du PDM, mais c'est quand même, je pense, si on essaye de regarder ça avec un petit peu de recul, de mettre en œuvre ce que j'appellerais le droit aux mobilités décarbonées pour tous et toutes. Vous savez que les enjeux, bien sûr, du développement des transports en commun, des mobilités douces. Alors, je n'ai pas parlé du covoiturage, hein, c'est le dernier axe très fort, mais également essentiel, sur lequel on travaille avec un opérateur, qu'on commence à développer. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire là-dessus, mais c'est une voie supplémentaire qu'on ne néglige pas et qu'on a complètement dans le viseur. Voilà pour ce projet des mobilités. Donc, l'objectif, si on prend un peu de recul, c'est d'offrir à tous et à toutes la possibilité d'avoir des mobilités décarbonées et dépolluées. Parce que les enjeux, vous les connaissez, je ne les rappelle pas parce que
Je me doute que les gens qui sont présents ce soir connaissent tout ça très fortement, mais quand même, donc il y a un enjeu bien sûr environnemental, un enjeu social aussi très fort, un enjeu économique également parce que voilà, offrir à tous ce droit à la mobilité, c'est finalement offrir le droit et la possibilité de se passer d'une voiture, d'un véhicule personnel. Et ça sous-entend eh bien d'avoir un réseau complet avec les différents volets que je vous ai expliqués, mais qui soit suffisamment performant pour que, eh bien, dans sa vie du quotidien, on puisse se passer d'un véhicule. Et ça permet quoi ? Ça permet du coup de décarboner les mobilités, de dépolluer aussi, parce que l'enjeu de santé publique, il est extrêmement fort, hein. Vous le savez, la pollution de l'air, c'est 40 à 50 000 morts prématurées par an. Donc cet enjeu-là, il est essentiel au cœur de ce projet de mobilité. Voilà. Donc, en quelques mots, notre objectif et la manière dont on construit aujourd'hui les mobilités de demain. Après, juste peut-être pour faire une transition avec ce qui va être expliqué, aujourd'hui, dans une phase de transformation des mobilités, de réorganisation des mobilités sur une échelle comme celle de la métropole, on sent des frictions, on sent des freins, on sent qu'il faut lever un certain nombre d'idées préconçues, reçues sur ces sujets-là. Et donc, parallèlement à l'augmentation de l'offre et au fait de favoriser, de faciliter l'accès à tous ces modes de transport en commun, il faut travailler sur l'aspect, le côté psychologique, l'accompagnement au changement qui est extrêmement fort. Et là, on est clairement, nous, rentrés dans cette phase où, dans un monde de plus en plus clivé, de plus en plus conflictuel, eh bien, la réorganisation des mobilités qui est indispensable, elle devient un sujet très fort de conflit. Il y a encore eu des articles il y a peu dans Le Monde qui expliquent tout ça. Et donc, il faut qu'on accompagne, et il faut qu'on trouve des solutions pour que ces transformations et cette réorganisation des mobilités puissent se faire. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Peut-être juste avant d'aller plus loin, une petite vidéo pour... alors, je suis désolée pour ceux qui étaient déjà là à la première conférence, mais juste pour rappeler le cadre dans lequel on se trouve, c'est-à-dire la construction d'un plan de mobilité qui est un document obligatoire pour un territoire comme celui du syndicat des mobilités de Touraine. Bus, tramway, train, vélo, voiture, chaque jour, plus d'1 million de déplacements sont effectués sur la métropole tourangelle. Que nous habitions en centre-ville, en périphérie ou à la campagne, nous voulons tous nous déplacer facilement. C'est le but du plan de mobilité. Il pense et organise les mobilités de demain tout en prenant soin de notre environnement. Il concerne le déplacement des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. Le syndicat des mobilités de Touraine est chargé de son élaboration avec tous les acteurs du territoire. Le plan de mobilité concerne les 22 communes de Tours Métropole Val-de-Loire et les communes de Vernoux, Vouvray et la ville aux Dames. Quel est son rôle ? Réduire le trafic automobile, encourager le covoiturage et promouvoir les transports collectifs et les modes actifs, vélo, marche à pied, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air et notre cadre de vie. Améliorer la sécurité de tous les déplacements et des usagers, favoriser l'accessibilité du territoire et la mobilité pour toutes et tous, promouvoir l'intermodalité et connecter davantage nos réseaux de transport entre eux. Comment y arriver ensemble ? En accélérant la transition vers une mobilité durable et solidaire par un plan d'action construit avec vous. Habitants, associations, entreprises, élus, partenaires publics, vous avez tous un rôle à jouer. Objectif : aboutir à un projet partagé d'ici 2025 pour une adoption du plan de mobilité en 2026. Cette feuille de route sera adaptée aux besoins des territoires sur lesquels vous étudiez, travaillez, vivez. Pour participer, rendez-vous sur le site smt-touraine.fr. J'espère que vous avez tous pu entendre parce qu'on était un petit peu
système D pour le son, mais sinon la vidéo est accessible sur le site du SMT. Et je vais laisser la parole à Soazic Le Guen pour vous présenter les grandes étapes du plan de mobilité qui est en cours d'élaboration. Oui, je veux juste vous dire quelques mots effectivement pour vous dire où nous en sommes de ce plan de mobilité. Donc c'est un travail qui a été initié il y a 1 an et demi déjà, avec un premier semestre sur 2024 qui a permis de faire le diagnostic du plan de déplacement urbain, donc l'ancien nom du plan de mobilité, donc qui est toujours en vigueur actuellement tant que le plan de mobilité n'est pas mis en œuvre. Donc on a pu évaluer ce PDU 2013, on en a fait le diagnostic et l'analyse, et pour permettre d'avancer vers ensuite la deuxième étape qui était l'étape de la stratégie. Donc ça c'est tout le travail qui a été fait entre juin et septembre de l'année dernière. Donc là, on a effectivement pu organiser des ateliers qui ont permis de construire toute cette stratégie pour ensuite arriver vers une phase 3 dans laquelle nous sommes et qui est vraiment le projet du plan de mobilité, avec l'établissement des plans d'action, l'évaluation environnementale qui va avec et l'écriture de l'annexe d'accessibilité. Donc là, nous en sommes là pour pouvoir dérouler cet automne et faire un arrêt du projet durant octobre-novembre, et enfin pour pouvoir voter ce plan de mobilité 1 an après avoir, excusez-moi, après avoir fait une enquête publique et une concertation et fait ce bilan de l'enquête publique. Voilà. Une petite, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais juste passer à l'étape suivante. C'est la diapo suivante, non ? C'est ça, c'est pour expliquer un petit peu la démarche de concertation dans laquelle le plan de mobilité a été construit. Oui, effectivement, donc une volonté de transparence. Nous avons souhaité à chaque fois pouvoir avoir des ateliers et puis pouvoir faire des groupes de travail autant que possible et aussi large que possible. Donc effectivement, nous avons fait des groupes de travail suivant très très ouverts et des groupes de travail moins ouverts avec des partenaires institutionnels, par exemple. Et donc, nous avons pu définir les enjeux et les orientations. Nous allons vous les exposer en quelques minutes là, avec M. Boulanger juste après. Définir le plan d'action, donc on est en plein dedans, et pour pouvoir élaborer et arrêter ce projet ensemble. Ensuite, on préparera et on animera l'enquête publique, donc ça c'est dès le début d'année prochaine, pour pouvoir adopter et ensuite valoriser, utiliser ce plan de mobilité pour pouvoir, qui sera notre feuille de route, la feuille de route du territoire et du syndicat jusqu'en 2035. Donc effectivement, comme vous le voyez, je vais être assez rapide, mais ça, à chaque fois on a pu permettre, on a voulu permettre et favoriser en fait les échanges pour pouvoir construire en fait toutes ces démarches ensemble autant que possible. Donc effectivement, ce soir, ça nous permet aussi d'échanger, de dialoguer et de nourrir ce plan de mobilité qui sera ensuite soumis à enquête publique dans quelques mois. Tout à fait. Et juste pour faire un petit zoom quand même sur un format d'atelier qui est un peu particulier et qui a été organisé en mai dernier, parce que c'est pas tous les jours qu'un jeu de société est créé. On a pu, comme le disait donc Soazic Le Guen, il y a eu plusieurs temps d'échange sous différents formats, ateliers, conférences, débats. Il y a eu aussi des ateliers fresques de la mobilité qui sont un petit peu sous le même format que la fresque du climat, je ne sais pas si vous connaissez. Et il y a aussi eu organisé 2 soirées en mai dernier, donc à la Maison de la Gloriette, pour tester un jeu de société qui visait à sensibiliser sur les enjeux de mobilité et les choix de déplacement. L'idée, c'était que les joueurs incarnent des habitants du territoire et puissent essayer avaient une mission, en fait, un déplacement pour essayer de comprendre un petit peu les conséquences de nos choix en matière de déplacement. Et voilà, c'est un outil qui visiblement sera utilisé ultérieurement dans le travail d'accompagnement au changement et de sensibilisation. Je laisse la parole à nouveau donc à M. Boulanger et à Soazic Le Guen pour partager un peu les ambitions d'ici 2035 pour les mobilités du territoire.
Effectivement, les ambitions d'ici 2035, ça commence par une définition des enjeux. Et on a voulu partager en fait les 4 gros enjeux que nous avons repérés au fil de cette année et demie de travail sur le plan de mobilité. Parce qu'effectivement, au-delà d'aller de la création d'infrastructures, comme c'est indiqué, on avait voulu aller vers les habitants, vers les usagers, vers l'humain, hein, en partant effectivement d'un gros sujet qui est la santé publique, le développement durable et l'environnement. Hein. Donc pour limiter la pollution, les pollutions, pour limiter la sédentarité, donc vraiment préserver la santé publique. Ça, c'est un point fort du plan de mobilité, un enjeu très, très important. On va aussi se diriger vers le respect des accords de Paris en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, nous devons accéder à certains reports, donc le report modal, hein, donc de lutter contre la voiture individuelle, de la voiture solo, pour aller vers le tram, le bus, évidemment la marche à pied, hein, qui est un très gros vecteur, le vélo et le covoiturage, comme M. Denis a pu l'évoquer tout à l'heure. Toutes ces pratiques vers des mobilités actives et du transport collectif pour permettre de réduire vraiment la voiture solo. C'est vraiment l'objectif. Et pour ça, on a aussi besoin de développer des parcours voyageurs, des parcours de mobilité très simples, avec une tarification plus simple sur laquelle il faut qu'on travaille, une billettique plus simple, comme on appelle ça du sans couture, hein, pour passer de l'un à l'autre facilement. Donc, et ça parle beaucoup au 3e enjeu, hein, qui est un enjeu de mobilité inclusive et solidaire, pour répondre aux besoins de mobilité pour tous sur l'ensemble du territoire du SMT. Donc on pense beaucoup effectivement à l'accessibilité physique, hein, avec comment descendre à un arrêt de bus, à un arrêt de tram, à cheminer sur un trottoir qui le permet. Mais il faut aussi penser à l'accessibilité au numérique, hein, à tout ce qui est aussi comme thème facile à lire et à comprendre, pour que vraiment il y ait un accès beaucoup plus performant à ceux qui ont peut-être plus de mal et qui sont plus fragiles pour oser faire autre chose que la voiture individuelle. Et enfin un axe fort et important et compliqué aussi, c'est l'accompagnement au changement de comportement. Donc on va en parler ce soir. Donc proposer un accompagnement plus personnalisé pour que les gens osent et découvrent un autre transport, un autre mode de mobilité et de transport. Donc je vais laisser la parole à M. Boulanger pour nous décrire les axes stratégiques. Oui, merci Swazik. Bonsoir à toutes et tous. Alors tout ce travail, hein, on l'a dit, c'est bien un travail, c'est effectivement une proposition de synthèse qui est faite par l'équipe qui travaille sur le plan de mobilité, mais c'est issu de l'ensemble des ateliers. Ça fait plus d'un an de travail maintenant qui contribue à ces éléments. Donc au-delà des enjeux, évidemment, derrière, il faut définir des axes stratégiques et puis on définira un plan d'action dans un temps ultérieur. Et donc ces 5 axes stratégiques aujourd'hui qui sont issus de cette année d'échange, on les retrouve ici. Donc c'est des choses qui ont déjà été dites. Évidemment, c'est la question de la réalisation. Donc là, on parle plutôt de la question des infrastructures. Ça a été évoqué tout à l'heure. Hein, je parle le projet ligne de tram avec son bus à haut niveau de service qui va aller jusqu'aux Atlantes. Mais c'est aussi tout le réseau de transport en commun qui sera remodelé à horizon 2028. Hein, on travaille sur ces questions-là. Et donc la ligne 2 du tram va bénéficier à tout le territoire métropolitain et au-delà, aux 25 communes du syndicat des mobilités, puisque ça va permettre de reventiler un certain nombre de kilomètres bus, pour parler simplement, sur un certain nombre de communes et de densifier l'offre sur des communes qui ne sont pas directement desservies par la ligne de tram, mais qui vont bénéficier de cette réorganisation du réseau. Ça avait été le cas en 2013, ça sera le cas en 2028 avec la ligne numéro 2. Alors évidemment, dans la question de réalisation, il y a Vélival, ça a été cité également, hein, le réseau cyclable structurant, mais il y a aussi tout le développement des services
Et aujourd'hui, on a à peu près tout le bouquet d'offres de services à disposition des Tourangeaux, mais il faut qu'on change de braquet, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le développement de ces différents services. Et c'est ce premier axe stratégique qui traite de ces questions. Alors le deuxième, on les prend dans cet ordre-là, il n'y a pas de hiérarchie. C'est la question d'étendre. Pourquoi étendre ? Parce qu'en fait, la métropole et le syndicat des mobilités, c'est un peu plus de 300 000 habitants, mais on s'aperçoit que l'aire urbaine, c'est 450 000 habitants au niveau du territoire, avec une forte centralité métropolitaine, et que donc, évidemment, il faut aller chercher et proposer des alternatives au-delà du simple territoire du syndicat des mobilités, parce que même si ce n'est pas les flux les plus importants, c'est les trajets les plus longs, et donc en termes de consommation, en de production de carbone et de génération de particules qui sont nuisibles à la qualité de l'air, c'est aussi ces trajets longs qu'il faut aller chercher. Et donc, on retrouve l'enjeu du SERM qui dépasse le territoire de la métropole, le service express régional métropolitain. Et je le redis, dans le service express régional métropolitain, évidemment, il y a l'étoile ferroviaire avec ses 8 branches, mais il y a aussi les 5 branches de l'autoroute qui permettront de mettre des cars express sur le territoire. Mais on traite aussi des questions de covoiturage, de pôles d'échange multimodaux et de rabotement cyclable vers ces pôles d'échange multimodaux. La question de la fluidification, Soisic vient de le dire, la question de la simplification du parcours usager, il faut que tout ce qu'on mette en place, ce soit facile, ça soit simple, que ça soit accessible. Et donc c'est un enjeu extrêmement important d'optimiser cette chaîne des déplacements. La question de l'accompagnement, c'est le cœur de cette conférence. On peut offrir tout le service qu'on veut à la population si on ne fait pas une démarche proactive d'aller inciter à utiliser, d'aller inciter à changer les pratiques. On se heurte à effectivement cette difficulté et ces habitudes qui ont été prises depuis des décennies d'utiliser sa voiture pas toujours à bon escient. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix que d'utiliser la voiture, mais il y en a plein qui pourraient avoir le choix et qui ne l'utilisent pas. Et donc la question de l'accompagnement au changement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, ça ne peut pas se faire sans un lieu de coordination, une instance de gouvernance qu'il va falloir qu'on mette en place. On aura construit le plan de mobilité avec vous, avec les institutions, avec les associations, avec les citoyens. On le fera vivre et on le suivra aussi avec vous, de manière à regarder au fil du temps s'il y a besoin d'ajuster, si les objectifs sont atteints. C'est quelque chose d'important d'embarquer l'ensemble du territoire, mais c'est aussi important d'embarquer l'ensemble ce que j'allais dire, des générateurs de flux. Alors le président de l'université n'est pas encore arrivé, mais ils ont produit leur propre plan de mobilité. Ils l'appellent le Plume, je ne sais plus ce que veut dire, c'est 5 lettres, mais c'est 4 lettres. Mais donc ils ont leur propre plan de mobilité. Des grosses entreprises, le CHU, qui est un gros générateur de flux également, doit s'engager dans cette démarche-là. Et ça ne peut se faire effectivement que si on mobilise l'ensemble du territoire, les grosses entreprises, les grosses institutions, pour que tout le monde, main dans la main, on travaille sur ces évolutions. Et accompagner, coordonner, c'est aussi créer cette dynamique qui fasse que l'ensemble des acteurs qui contribuent à générer des flux soient embarqués dans cette démarche. Voilà pour les 5 axes stratégiques qui sont issus donc de ces premiers échanges. Et puis quelques zooms. Alors vous les retrouverez dans le cahier de concertation, ce cahier numéro 2. Je rappelle, le premier avait été édité lors de la séquence du mois de septembre, lors de la conférence avec Aurélien Bigot. Donc on a édité ce deuxième cahier de concertation. Donc tous les éléments, vous les retrouvez là-dedans. Quelques zooms sur quelques enseignements clés qui sont issus des ateliers. Informer le public et l'accompagner, la médiation, l'explication pour convaincre, l'intérêt de partager tous ces enjeux pour que les gens changent leurs habitudes, c'est quelque chose qui est fondamental. Un autre élément, c'est garantir une mobilité pour tous, partout. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes extrêmement attachés, nous y sommes aussi attachés. Tous les territoires ne se ressemblent pas sur l'ère métropolitaine.
toutes les populations également. On doit répondre à des typologies de populations différentes. On parle du vieillissement de la population, mais pas que. Il y a de la précarité économique qui ne décroît pas. On a eu un taux de démotorisation qui est important sur la métropole. On est à 17%. C'est un taux qui continue à croître, ce taux de démotorisation. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut trouver des réponses à ces populations. On a même des quartiers à Tours où on a 50% de démotorisation. Et quand on parle de partage d'espace public, accéder à des mobilités alternatives, c'est aussi répondre aux besoins de ces gens qui n'ont pas de véhicule, soit parce qu'ils ne peuvent pas en avoir pour des raisons physiques, pour des questions d'âge, pour des questions économiques, ou qu'on fait le choix de ne pas en avoir. Et donc, quand on a ce taux de démotorisation, il y a un vrai sujet d'équité que de traiter de cette question et de leur accès à la mobilité. Tu parlais tout à l'heure du droit à la mobilité pour tous. On est au cœur du sujet. Créer un cadre favorable aux nouvelles mobilités. Alors moi j'ai toujours un petit sujet sur la notion de nouvelle, parce qu'en fait on redécouvre des mobilités anciennes, mais qu'on a un petit peu perdues. Donc elles sont nouvelles dans le pays, elles sont à nouveau présentes dans le paysage, mais elles sont juste pas nouvelles. Mais c'est important de recréer ce cadre. Agir sur le rythme. Alors ça, c'est quelque chose qui est issu aussi des ateliers, c'est important. Il y a des communes, des territoires qui sont très engagés sur ces questions-là. Je pense à Rennes, mais il y en a d'autres, je les ai oubliés. Lille. La question du bureau des temps, quel rapport on a au temps et comment on traite justement est-ce que la question du déplacement, le temps de déplacement, c'est un temps qu'on se réapproprie? Est-ce qu'on est toujours obligé d'aller plus vite? Et puis surtout, est-ce qu'on est obligé d'avoir des pics de consommation de mobilité toujours au même moment? Est-ce qu'on ne peut pas lisser ces pics? Aujourd'hui, on est une espèce de course à l'échalote où on investit en permanence pour gérer ces pics. On crée des réseaux qui sont surdimensionnés pour gérer les pics. On investit dans des flottes de bus qui sont surdimensionnées pour gérer ces pics. Il y a un moment, il faut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas travailler avec les générateurs de flux pour lisser ces pics, et ce qui serait, du point de vue de l'investissement de la collectivité, sûrement beaucoup plus pertinent. Inciter à l'intermodalité sur le territoire, on est vraiment dans des logiques de créer un écosystème mobilité complètement intégré. Et ça, c'est des mots qui prennent du sens quand on l'explique. Et c'est quelque chose qui est important, évidemment, développer des usages partagés de la voiture. Il restera toujours des voitures dans le paysage. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on continue à être les champions en Touraine. On doit être la 3e ville en France avec plus de 92 ou 93% d'autosolisme aux heures de pointe. C'est pas le problème d'avoir des voitures, c'est le problème d'avoir des voitures avec personne dedans, le sujet. Si on baissait de 10-20 points ce taux de remplissage des voitures, on réglerait quantité de problèmes, en tout cas quantité de problèmes de congestion. Donc il faut absolument qu'on travaille sur toutes ces questions. Voilà, ce ne sont que quelques zooms, vous le retrouvez dans le cahier de concertation numéro 2. Et évidemment, on continuera à être là pour en discuter avec vous. Merci beaucoup. Et effectivement, avant de poursuivre avec l'intervention de Stéphanie Vincent, on voulait faire une petite pause peut-être pour prendre vos questions ou si vous avez peut-être envie de partager, si ça vous fait réagir. Bonsoir. Je voulais poser la question de la relation vis-à-vis de la ZFE. On a entendu parler des choses au niveau médiatique. Ça n'a encore peut-être pas été statué. Savoir si ça a été intégré, ça fait partie des éléments et des leviers pour progresser au niveau des mobilités et comment va être vu l'éventuel amoindrissement ou autre de cette partie ZFE. Alors, merci pour cette belle question, Brice. La ZFE. Donc, nous, on a considéré avec les élus, l'ensemble des élus métropolitains, que cette loi ZFE, si sur le fond, c'est louable parce qu'on s'attaque aux problématiques de santé publique en particulier, de décarbonation, bien sûr, il y a l'environnement, mais il y a aussi beaucoup la question de la santé publique. Donc le fond est plutôt louable. La manière de la mettre en œuvre n'était pas géniale parce qu'elle générait pas mal d'inéquités et tout repose finalement sur la mise en place par les collectivités, sans aide ou avec assez peu d'aide de l'État, et puis après sur les ménages qui doivent changer de véhicule quand ils ont des véhicules polluants. Donc on a plutôt pris l'option de la faire à minima en se disant que ça sera toujours au moins
puisque de toute manière, il fallait qu'on crée cette ZFE. Donc là, il y a au moins l'intérêt, on va dire, de sensibilisation de la population sur le fait qu'il y a de la pollution en centre-ville. Les véhicules automobiles en centre-ville concentrés, ça crée de la pollution. Voilà. Mais par contre, sur les modalités de mise en œuvre, on a fait le minimum avec le plus de dérogations possible pour justement ne pas rajouter à cette difficulté de mise en œuvre le sentiment d'exclusion, de discrimination, d'inéquité qui sont quand même vraiment liés avec la manière dont cette loi a été fixée. D'ailleurs, bon, vous avez vu qu'il y a eu un débat. Pour l'instant, c'est encore en débat, mais elle est plutôt mal barrée. Moi, ce que je trouve intolérable, populiste et démagogique, c'est de la supprimer sans rien mettre à la place. Parce que le sujet de fond, il est là. Enfin, je l'ai dit, le sujet sanitaire et le sujet environnemental, il est là. Donc, il faut absolument proposer autre chose. Nous, ce qu'on propose, notre projet au niveau métropolitain, c'est votre... Non, je me souviens d'un truc là. Notre projet, c'est d'offrir des alternatives compétitives, on va dire compétitives, c'est-à-dire qui permettront, on espère, à tout un chacun de pouvoir choisir demain de ne plus de se démotoriser, donc de ne plus avoir de voiture dans la métropole et même au-delà. Et ça veut dire un renfort de l'offre, ça veut dire une deuxième ligne de tram, ça veut dire un projet SERM avec des trains toujours plus nombreux, ça veut dire un système de covoiturage vraiment efficace. Et pour ça, on aurait besoin de l'État. Et là, la ZFE, avec des aides de l'État sur le covoiturage, sur les SERM, parce qu'on attend toujours, on a une labellisation, mais on n'a pas de financement, sur des aides plus importantes au développement des infrastructures. Vous avez vu que le plan vélo, il est quasiment abandonné. On est passé de 250 millions à 50 millions. Donc, ils font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc, nous, notre vision de la loi ZFE, c'est que sur le fond, bien sûr, il faut s'attaquer à ça. Sur la forme, ce n'est pas la manière dont il faut l'appréhender. Et donc, le consensus dans une métropole qui est en cogestion avec des élus de toute tendance politique à part le Rassemblement national, ça a été de dire on fait la ZFE à minima avec beaucoup de dérogations. Et puis derrière, on a des projets de mobilité qu'on a commencé à vous développer qui sont assez ambitieux. Voilà. Bon. Eh ben, je vous propose qu'on entende Stéphanie Vincent, donc enseignante chercheuse à l'Université Lyon 2. Vous allez nous éclairer ce soir sur les comportements de mobilité, les freins à l'adoption de modes alternatifs à la voiture ou les leviers nécessaires pour essayer d'amorcer un changement durable. J'aurais peut-être une première question pour vous, c'est quels sont les principaux freins à l'adoption de modes alternatifs à la voiture individuelle selon vous ? Merci beaucoup. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Et puis, merci de m'avoir invité pour cette conférence. Et merci pour cette première question. Alors, avant d'y répondre, je voudrais d'abord apporter 3 éléments de cadrage, peut-être pour remettre un peu des choses en perspective sur les freins et les leviers à l'adoption des modes alternatifs à la voiture individuelle. Alors, le premier élément que je voudrais mentionner, je vais tourner un tout petit peu ça, comme ça sera plus confortable, c'est que les usages des modes de déplacement, en fait, on peut les caractériser comme la rencontre entre des éléments qui relèvent de l'individu et des éléments qui vont être liés au contexte. Donc, contexte territorial, offre à disposition, etc. Ça, c'est le premier élément. D'un point de vue individuel, en fait, les pratiques de mobilité, comme d'autres pratiques sociales, comme la totalité en fait des pratiques sociales, elles se construisent dans le temps long de la vie et au fil des différentes expériences qu'on va avoir, des expériences agréables, désagréables, qui vont occasionner à certains moments l'acquisition de certaines compétences, parfois le rejet de certains modes qu'on va avoir testés, utilisés, et puis dans des circonstances qui ne vont pas être agréables, etc. Et puis, ces différentes expériences, elles ne se font pas de manière isolée. Chacun, on fait des expériences qui sont en lien avec les autres, avec nos proches, avec nos pairs, avec ce que les uns et les autres autour de nous vont aussi nous raconter de leurs propres expériences et de leur vision du monde, de leurs habitudes, etc.
Et donc, aujourd'hui, il y a tout un courant de recherche en fait, qui se structure autour de ce qu'on appelle les trajectoires de mobilité ou les biographies de mobilité, qui essayent justement de prendre en compte tous ces éléments-là qui se construisent en fait, au fur et à mesure de la trajectoire de vie. Et pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que toutes les expériences, elles comptent. Et toutes les expériences, elles comptent, même dans l'enfance, et peut-être même que je dirais plus loin, je dirais surtout dans l'enfance, parce qu'on sait que les expériences qui sont menées pendant la petite enfance, l'adolescence, enfin quand on se construit, en fait, toute la période de la jeunesse, elles sont très structurantes, des habitudes qui vont être continuées, perpétuées par la suite dans la vie, et on pourra y revenir. Et puis, le troisième élément que je voudrais aborder, qui est un élément contextuel, et sur lequel, bien sûr, on essaye d'agir, mais ce n'est pas si simple, c'est qu'en fait, on vit dans des sociétés, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Monsieur Denis, qui sont structurées depuis des décennies autour de l'utilisation de la voiture. Donc, c'est structuré au niveau de l'organisation de nos territoires, c'est structuré au niveau de la localisation des activités, etc. Et on peut dire aujourd'hui qu'on vit et qu'on évolue et on se déplace dans des sociétés qui sont auto-normées. Donc elles sont normées autour de l'utilisation de la voiture. Et c'est un système qui est extrêmement complexe à déconstruire en fait, parce qu'il a pris beaucoup de temps à se construire, il est maintenant bien ancré, bien installé, et le déconstruire, ça va demander aussi du temps et probablement d'agir à différents niveaux, de différentes manières, parce qu'en fait, il est très ancré, et ça, je pense que tout le monde arrive à le mesurer aujourd'hui. Et du coup, comme il est très ancré, ça veut aussi dire que quand on va essayer d'agir dessus, ça ne va pas toujours se faire en douceur. Et on a évoqué tout à l'heure, il était question de friction, de conflits, etc. Et effectivement, venir regagner très concrètement de la place de voirie, par exemple, à la voiture, c'est revenir sur parfois 20 ans, 30 ans d'aménagement de l'espace public. Ouais, 50 ans, effectivement, qui ont laissé énormément de place en fait, au stationnement automobile, aux voies de circulation, etc., au détriment des autres modes de transport, à commencer par les piétons, en fait, qui se retrouvent parfois sur des espaces tout petits à côté. Et donc, venir faire ce rééquilibrage entre l'espace et puis du coup l'utilisation qu'on va faire de cet espace, forcément ça ne se fait pas toujours de manière très simple. Voilà, c'est les petits éléments de cadrage pour montrer qu'en fait, ce n'est pas si évident de déconstruire ce système automobile. Néanmoins, cette norme automobile, aujourd'hui, déjà, elle s'applique de manière différenciée selon les territoires. Donc, je vous ai mis un schéma, je ne suis pas sûre qu'il soit très lisible de très loin. Mais l'idée ici, donc ça, c'est des données qui viennent des enquêtes nationales de mobilité. Donc, les deux dates qui sont indiquées sur ce schéma, c'est c'est 2008 et 2019. Et ce schéma, il présente en fait les parts modales. Alors bon, la part modale, c'est un indicateur de la mobilité, c'est pas un indicateur parfait, mais ça permet de comparer en fait des territoires différents, notamment en fonction des densités de population. Et donc là-dessus, ce que vous pouvez voir en fait, c'est des différences qui sont déjà relativement importantes entre les territoires ruraux qui se situent là-bas. Alors moi, j'ai un problème avec ma droite et ma gauche, et puis comme en plus c'est derrière moi, je ne vais pas vous dire si c'est à droite ou à gauche, mais vous allez le voir, c'est là-bas. Donc là-bas, c'est les territoires ruraux où vous voyez en fait que la place de la voiture qui est en bleu, elle est extrêmement importante, c'est quasiment 80% de part modale, et ça n'a quasiment pas bougé en fait entre 2008 et 2019, les deux dates de l'enquête. Et puis complètement de l'autre côté, vous avez l'agglomération parisienne et juste à côté, les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants, où là, on a déjà des parts modales de la voiture qui sont beaucoup plus faibles que dans les territoires ruraux, et surtout qu'il y a une dynamique qui est plutôt à la baisse sur la répartition de cette part modale dans ces grandes agglomérations. Donc là, ça veut dire qu'il se passe des choses dans les grands centres, mais ça veut dire aussi qu'il y a des trajectoires
d'usage en fonction des territoires qui sont très différenciés et qui ont tendance à s'accentuer. Alors on attend les prochains chiffres de la prochaine enquête nationale pour pouvoir le confirmer. Mais du coup, on a des trajectoires qui sont relativement différenciées parce que dans les territoires ruraux, c'est très difficile de faire baisser la part de la voiture pour des raisons qu'on comprend tous de manière assez évidente, là où il y a des actions qui sont déjà très ciblées et un certain mouvement qui est déjà amorcé dans les territoires urbains. Et ça crée effectivement des différences assez fortes sur les modes de vie, la manière dont on va consommer, etc. Et toute l'organisation des activités en fait, qu'il y a autour. Donc ça, c'est un enjeu à l'échelle nationale, c'est aussi un enjeu, j'imagine, à l'échelle locale, parce que sur le territoire d'action du syndicat des mobilités Touraine, il y a bien sûr de la ville, mais il y a aussi des territoires qui sont plus périphériques, voire qui sont ruraux, et donc là aussi, il y a une action publique qui ne peut pas exactement se jouer de la même manière, et donc qui va amener à des enjeux un petit peu différents. Maintenant, je vais répondre à la question des freins, mais je vais répondre à la question des freins en vous présentant un schéma qui est un schéma de changement, d'adoption en fait des modes alternatifs à la voiture, donc qui est issu de travaux de recherche que j'ai menés moi-même. Je vais vous l'expliquer, ce schéma. En fait, quand on travaille sur justement les trajectoires biographiques des gens et qu'on essaye de regarder comment leurs pratiques de mobilité elles ont évolué tout au long de leur vie, et qu'on regarde notamment comment ils sont passés de l'utilisation de la voiture à d'autres modes de transport alternatifs. Et dans ces modes alternatifs, on met aussi le covoiturage. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais le covoiturage, c'est aussi une alternative à la voiture. En tout cas, c'est un rapport différent à l'utilisation de la voiture. En fait, on se rend compte que ces processus de changement, ils sont assez complexes. Le premier élément qu'il faut mentionner, c'est que ces processus de changement, ils s'insèrent dans des contextes biographiques, donc des moments de vie qui vont déjà être favorables à de nouvelles habitudes. Ça va être des contextes biographiques dans lesquels il y a déjà du changement. Alors ça peut être des événements de vie très classiques comme la mise en couple, la séparation, l'arrivée d'un enfant, le départ des enfants du domicile, etc. Ça peut être des choses qui sont liées à la vie familiale ou à la localisation, par exemple un changement d'emploi qui va changer le système de contraintes de l'endroit d'où je pars et l'endroit où je vais, un déménagement, etc. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que en fait, les pratiques de mobilité, elles sont très ancrées dans des routines et la plupart du temps, elles ne sont pas questionnées par les gens, sauf quand il y a déjà quelque chose qui change. Et donc, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a la possibilité, peut-être, de venir proposer d'autres choses, parce qu'il y a déjà des choses qui changent et donc il y a un peu plus d'ouverture à la transformation des habitudes. Parce qu'en fait, nous autres êtres humains sociaux, on fait plein de choses dans nos vies. Et puis, quand on a établi des modes de fonctionnement qui marchent bien, en général, on ne se lève pas tous les matins en se disant qu'est-ce qu'on va changer, parce que ça nous coûte de l'énergie. Donc, les pratiques de mobilité, elles font partie de ces activités auxquelles on ne réfléchit pas toutes les 5 minutes. Et donc, ces routines, elles sont établies et c'est difficile de les remettre en question. Deuxième élément qui est important, ce sont des dispositions qui vont placer les gens dans des dispositions favorables au changement de mode de transport. Alors ces dispositions, elles peuvent être d'ordre assez différentes. Il peut y avoir tout d'abord des dispositions négatives à l'encontre de l'automobile. Ça va être par exemple des personnes qui vont se retrouver dans des situations où ils font régulièrement des trajets qui sont stressants, qui sont très congestionnés, dans lesquels ils ressentent beaucoup de contraintes. Et donc,
cette répétition d'expériences négatives quotidiennes va les placer dans une disposition favorable à changer de mode de transport en se disant mais si je pouvais faire autrement, ça m'apporterait plus de sérénité, plus de tranquillité, etc. On va avoir également des dispositions favorables à l'utilisation de modes alternatifs. Donc là, c'est le versant opposé. Ça va être par exemple des personnes qui se disent ah mais moi j'ai pas le temps de faire du sport dans mon emploi du temps quotidien. Si j'utilisais le vélo pour me rendre sur mon lieu de travail par exemple, ça pourrait être une opportunité de prendre l'air, de bouger, peut-être d'être plus en forme, etc. Donc il peut y avoir comme ça des dispositions positives à l'égard de modes alternatifs à la voiture. Et puis il y a un troisième type de disposition qui va être relié à des valeurs écologiques. Et donc là, on va plutôt être face à des personnes qui se posent des questions sur leur pratique de mobilité ou leur mode de consommation, etc. Ça s'applique à la mobilité, mais ça pourrait tout à fait s'appliquer à d'autres pratiques quotidiennes. Et donc qui sont dans une réflexion plus ou moins active à se dire j'aimerais bien utiliser moins ma voiture pour des raisons écologiques. Qu'est-ce que je pourrais aller trouver comme alternative à cette utilisation-là. Donc ça, ce sont des dispositions et c'est un contexte qui va favoriser le changement de pratique. Mais pour que le changement de pratique il s'opère vraiment, il faut qu'il y ait des éléments déclencheurs. Sans éléments déclencheurs, on en reste à une sorte de réflexion, mais on n'est pas dans le passage à l'action encore. Et donc ces déclencheurs, ils sont au nombre de 3, vous les avez tout en haut là sur le schéma. Donc ces 3 déclencheurs, il y a d'abord la contrainte brutale. En général, c'est un événement qui n'est pas anticipé, qui n'était pas anticipable et qui place les gens dans l'obligation de faire autrement que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, j'entends dans le public une grève de transport, ça peut être des événements, enfin des choses plus, ça peut être mon véhicule est en panne et il va falloir que je trouve une solution, ou bien je peux pas conduire parce que je me suis cassé le bras, etc. Et donc ça place les gens dans l'obligation de trouver tout de suite une solution de remplacement. Et donc ça va déclencher des transformations de pratique. Le deuxième type de déclencheur, c'est ce que j'ai appelé l'engagement. Là, on est plutôt sur des profils de type militant, avec des gens qui vont mettre en accord leurs pratiques avec leurs valeurs et leur raisonnement, notamment en lien avec des valeurs citoyennes et écologiques. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a chez certaines personnes, ça donne vraiment je dirais l'impulsion pour changer de pratique de mobilité. Je pense que ces déclencheurs-là ne sont pas forcément des déclencheurs à large échelle, grand public, parce que je pense aussi que la plupart des citoyens ne sont pas des militants et que c'est quand même pas évident de remettre en question tout son système de fonctionnement quotidien pour l'accorder à ces valeurs. Parce que pour le dire de manière un peu schématique, et il y a des travaux, notamment en psychologie sociale, qui montrent ça, c'est plus facile de trouver des arrangements avec ces valeurs que de changer toute son organisation quotidienne. Parce que c'est plus facile, en fait, c'est moins coûteux. On en revient toujours à cette question-là, hein. C'est moins coûteux de transformer, ou en tout cas de trouver des arrangements avec nos valeurs, plutôt que de tout transformer dans nos habitudes quotidiennes. Et le troisième type de déclencheur qui me semble être peut-être le plus important, c'est l'opportunité. Donc l'opportunité, ça va être la rencontre avec une alternative. Alors la rencontre, ça peut être, par exemple, il y a un nouveau système de transport qui se met, qui se met en service à proximité de chez moi, et je me dis voilà, c'est l'occasion que j'attendais pour pouvoir changer mes habitudes. Ça peut être aussi la rencontre avec un covoitureur, ça peut être le fait d'avoir l'information qu'il existe une offre alternative qui correspond à mes besoins, parce que parfois il y a des gens qui n'ont pas connaissance en fait de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Et donc dans ces logiques d'opportunité, il y a vraiment l'idée de venir saisir ce qui se présente à nous
comme alternative, mais en s'appuyant sur ce que j'ai dit tout à l'heure, un contexte qui permet de changer les routines et des dispositions qui sont déjà préalablement installées sur le fait de changer de mode de déplacement. Voilà, vous aurez compris que tous ces déclencheurs, en fait, à chaque fois, ils représentent des freins, mais aussi des leviers du coup d'action, mais on y viendra tout à l'heure. Et vous évoquiez la question de la contrainte. On en entend souvent parler, contrainte ou incitation. C'est un peu un débat pour les changements de comportement et pas que dans la mobilité. Est-ce que la contrainte à elle seule, ça peut aider au changement de pratique, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas ça peut pas générer un rejet? En voilà une question intéressante. Donc, de manière générale, en fait, la contrainte toute seule, elle suffit pas, mais tout comme l'incitation, elle suffit pas. Et là, je vous propose un autre petit schéma beaucoup plus simple. C'est que pour qu'il y ait transformation des pratiques de mobilité, il faut un savant dosage, un équilibre en fait entre 3 éléments. La contrainte, parce que en fait, si on est dans la mobilité voiture facilitée, même s'il y a des alternatives à côté, ça probablement que ça ne nous fera pas beaucoup changer, en tout cas réfléchir à nos pratiques de mobilité. Le deuxième élément, c'est l'incitation. Donc l'incitation, c'est bien sûr avoir des offres alternatives. Parce que si on n'est que dans la contrainte, mais qu'il n'y a pas d'incitation, du coup, les gens se retrouvent un peu coincés à se dire « bah oui, mais je ne peux pas utiliser ma voiture, mais en même temps, je n'ai pas d'autres alternatives », ce qu'on appelle aussi ce qu'on appelle parfois les captifs de la voiture, des gens qui vont être vraiment contraints sur l'utilisation de la voiture. Et le troisième élément, qui est peut-être l'élément transversal le plus structurant, c'est l'éducation. Et là, c'est tout un travail aussi d'apprentissage autour de justement ces enjeux de mobilité, alors en lien avec les enjeux environnementaux, mais je crois que ça a été largement débattu sur une précédente conférence, mais aussi des enjeux liés à la santé, à l'activité physique, etc., à la sédentarité, tous ces éléments qui ont été déjà évoqués tout à l'heure. Donc, pour répondre à la question, la contrainte toute seule, ça ne suffit pas, mais en même temps, en l'absence de contraintes, juste les incitations, c'est probablement pas suffisant non plus. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. J'aurais une deuxième question sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, plutôt lié à l'aménagement du territoire. Comment, selon vous, on peut concevoir un espace public plus inclusif et adapté finalement aux besoins de toutes et de tous pour se déplacer? Donc là, pour répondre à cette question, après je donnerai des exemples un peu plus précis. Je vais m'appuyer sur des travaux relativement récents qui ont été menés par des collègues dans le cadre d'un ouvrage qui s'appelle « La ville relationnelle », où ils vont venir opposer 2 modèles d'aménagement du territoire. D'un côté, la ville relationnelle, ce qu'ils appellent la ville relationnelle, et de l'autre côté, la ville fonctionnelle. Alors, pour comprendre la différence entre ces 2 modèles théoriques, évidemment, d'aménagement du territoire et de la ville fonctionnelle, c'est la ville des réseaux rapides. C'est celle qu'on connaît en fait autour de l'organisation de la voiture, avec cette idée que ça a été évoqué aussi tout à l'heure sur la question des temporalités, la question de la vitesse, aller toujours plus vite, toujours plus loin, etc. Et pour faire ça, en fait, ça veut dire qu'on crée des réseaux qui sont isolés du reste de la ville. Et dans cet ouvrage, en fait, les auteurs ils remettent un peu en question ce modèle de la ville fonctionnelle ou fonctionnaliste, peut-être qu'on pourrait le dire comme ça, au profit d'une ville qui serait beaucoup plus relationnelle, donc qui laisserait de la place en fait à la relation, à l'appropriation de l'espace public, à l'échange, etc. Et donc, je suis allée piocher dans l'ouvrage des éléments qui composent cette ville relationnelle. Et puis, à chaque fois, j'ai essayé de les associer à des exemples d'aménagement du territoire qui vont dans le sens, justement, de cette ville relationnelle. Alors, le premier élément qu'on peut retrouver, c'est la ville de la rencontre. Donc, c'est de l'aménagement de l'espace, en tout cas, qui permet de se rencontrer, de cohabiter dans l'espace public. Donc là, vous avez 2 exemples.
Vous avez l'exemple des rues cyclables aux Pays-Bas. Alors, je ne parle pas du tout néerlandais, donc je ne me risquerai pas à prononcer le nom en néerlandais. Ce sont en fait des routes où cohabitent les vélos et les voitures. Elles sont identifiées en fait sur la chaussée en rouge comme les pistes cyclables. Et c'est des routes sur lesquelles la vitesse automobile est limitée à 30 km/h, mais il n'y a pas de séparation de l'espace formel entre les cyclistes et les voitures. Et comme la vitesse est abaissée pour tout le monde, l'idée c'est que les modes de transport cohabitent sur ces espaces de voirie. Alors, il y a ces rues cyclables cyclistes aux Pays-Bas. Il y a aussi des voies cyclables identifiées dédiées aux cyclistes. Les deux, en fait, cohabitent aussi dans l'espace public. Et puis, le deuxième exemple que je voulais vous donner, un petit exemple local. C'est un aménagement temporaire de zone de rencontre dans une rue commerciale de Lyon, du 4e arrondissement de Lyon. Donc c'est un aménagement transitoire, l'image qui est ici en fait, qui a été aménagé avec des peintures au sol en zone de rencontre, donc pareil avec une vitesse automobile abaissée et la cohabitation sur la route. On voit en fait que historiquement les trottoirs étaient séparés avec des barrières par rapport à la route, mais là pendant toute la période où il y a eu cet aménagement transitoire, les piétons, les cyclistes pouvaient circuler aussi sur la route puisqu'ils étaient prioritaires par rapport aux voitures avec une vitesse qui était abaissée sur cette voie de circulation. Alors ça c'est l'image donc de l'aménagement temporaire. L'aménagement temporaire a été plutôt une réussite. Et en fait, l'étape d'après, qui est maintenant terminée, ça a été la piétonisation finalement de cette route, avec du coup une remise à niveau des trottoirs par rapport à la chaussée, et donc une interdiction en fait de la voie de circulation aux voitures, sauf aux riverains, qui ont le droit de stationner pour aller jusque chez eux, ça jusque-là, voilà, et la suppression des places de parking qu'il y avait dans cette rue. J'ai parlé de la mise à niveau, suppression des places de stationnement, installation de mobilier urbain également, et plantation de végétation pour rendre l'espace aussi plus agréable à la circulation piétonne. Donc ça, c'est le premier élément, ville de la rencontre. Alors, ville de la rencontre, c'est peut-être un grand mot théorique, mais c'est pour montrer voilà, des exemples de ces types d'aménagements. Autre élément de cette ville relationnelle, c'est une ville du dehors. Alors là, je suis allée chercher des exemples plus exotiques, on va dire, mais que je trouve assez intéressants. Donc la ville du dehors, c'est la ville des trams vertes et bleues, c'est les parcs, l'idée de la renaturation, de la végétalisation, etc. Et donc là, je vous ai mis deux exemples. Le premier, c'est le projet Séoulo 7017, que vous connaissez peut-être, qui en fait est le réaménagement en parc public d'une autoroute urbaine qui a été réalisée à Séoul, je pense en 2017, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est ça. Et il me semble que c'est déjà assez ancien. Et en fait, vous voyez sur l'image ici où on a une vue en hauteur, on voit très bien en fait le tracé de l'autoroute qui a été donc complètement fermé aux voitures avec une réorganisation de la circulation automobile. Et l'autoroute urbaine qui surplombait une partie de la ville de Séoul a été conservée, a été transformée en lieu de déambulation urbaine. C'est voilà, vraiment un espace de passage avec des plantations, des espaces pour se reposer, etc. Le deuxième exemple, il est plus récent. Et c'est là aussi un aménagement temporaire. C'est un aménagement temporaire qui a émergé à Turin et qui s'appelle Précollinear Park. C'est un aménagement temporaire qui a été réalisé en 2020 pendant la période Covid, où en fait les habitants du quartier se sont réappropriés une voie de tram qui était délaissée et qui l'ont transformée là aussi en espace en jardin public avec voilà, toute une série d'activités qui se sont organisées autour, etc. Donc voilà quelques images, vous pouvez en trouver d'autres, hein. J'ai mis à chaque fois les références des sites internet
pour pouvoir aller regarder. Troisième élément, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Troisième élément, c'est de cette ville relationnelle. C'est une ville qui est adaptée à toutes les générations. Et là, on retrouve cette idée de l'inclusivité, peut-être parce que les espaces publics, notamment quand il y a des circulations automobiles rapides, ils ne sont pas toujours adaptés à tous les âges. Et notamment aux habitants les plus vulnérables, alors les plus âgés, les plus jeunes. On sait aujourd'hui que voilà, dans nos rues, il y a de moins en moins d'enfants qui jouent, il y en a même quasiment plus, parce que bon, alors il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord la montée du contrôle parental qui fait qu'on ne laisse plus ces enfants jouer dehors parce qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Et l'autre élément, c'est la sécurité, notamment la sécurité routière qui est liée à la circulation automobile. Et donc, par rapport à cette ville de toutes les générations, il y a des initiatives, mais je crois que vous les avez aussi sur votre territoire, ces initiatives de ville aux enfants, de rue aux enfants, pardon, qui en fait partent du principe qu'on va fermer à la circulation les rues aux abords des écoles, alors soit temporairement pendant les moments d'accompagnement à l'entrée et à la sortie de l'école, soit parfois de manière plus pérenne. Donc là, j'en ai mis deux exemples. Un exemple à Bruxelles qui a été assez précurseur en fait sur ces aménagements de rues aux enfants, et puis un exemple à Nantes. Et puis, dernier élément, encore un petit exemple local, ancien, très connu. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de le rappeler parce que maintenant, on a un peu de recul historique sur cet aménagement qui a quand même fait couler beaucoup d'encre dans les médias quand il a été mis en place. C'est la ville du temps libre. Et la ville du temps libre, c'est aussi pouvoir se réapproprier des espaces publics de qualité, etc. Et l'exemple qui est là, c'est l'aménagement des berges du Rhône, donc qui historiquement étaient en parking en fait, et qui ont été réaménagés en promenade urbaine avec voilà, des parcs pour enfants, des espaces de sport, etc. Et qui sont très très fréquentés par les Lyonnais. Des espaces de pique-nique, de flânerie, de circulation aussi. Il y a énormément de circulation cycliste et piétonne sur ces berges du Rhône. Voilà, et peut-être aussi des espaces dans lesquels on peut déambuler à une vitesse peut-être moins rapide que dans d'autres espaces de la ville. Et on retrouve là nos questions de temporalité. Voilà. Peut-être pour faire le bilan de tous ces éléments autour de la conception de l'espace public plus inclusif, moi je dirais que l'espace inclusif, c'est celui qui va donner la priorité à l'usager le plus vulnérable, ce qui est toujours compliqué à faire, évidemment en pratique, mais bon, là on en a vu un certain nombre d'exemples. Le deuxième élément, et j'en ai déjà pas mal parlé en préambule, c'est de sortir de cette autonormativité et de rééquilibrer les espaces publics pour d'autres modes de déplacement que la voiture. Et effectivement, ce rééquilibrage, il ne se fait pas sans rapport de force, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis revenir sur cet élément autour du rééquilibrage de l'espace et rééquilibrage peut-être du temps, parce que les deux sont liés. En fait, la ville de la vitesse, elle consomme de l'espace. En fait, l'augmentation des vitesses de déplacement, et là je cite les travaux de mon illustre collègue du laboratoire Yves Crozet, que vous connaissez probablement, qui dit toujours que en fait, l'automobile, elle n'a pas permis d'aller plus vite, elle a permis d'aller plus loin en fait. Et que le temps s'est converti en espace consommé. Et donc la question de la vitesse à laquelle on se déplace, c'est aussi des questions de consommation d'espace. Donc quand on parle de transformation des pratiques de mobilité, ça me semble effectivement intéressant de venir interroger les temporalités de nos modes de vie. Et donc la question des mobilités est effectivement très liée à cette histoire de bureau des temps pour réfléchir au sens large en fait sur les temporalités des vies urbaines. Merci pour
pour toutes ces précisions. Pour poursuivre un petit peu la réflexion, j'aimerais vous poser une autre question sur les leviers qui peuvent être à notre disposition pour changer nos comportements. Finalement, selon vous, quels sont les outils ou les dispositifs les plus efficaces pour accompagner ce changement en matière de mobilité? Alors Juliette, je vais de nouveau pas répondre à votre question, puisque je pense que c'est difficile en fait de dire quels sont les outils et dispositifs les plus efficaces, ou en tout cas de faire une hiérarchie dans ces dispositifs. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les expériences, elles comptent. Et donc, et ce système autonormé, il est extrêmement fort, puissant, installé depuis longtemps. Donc en fait, il y a toute une série de leviers à actionner. Et c'est ça qui rend aussi la tâche extrêmement complexe. Mais je vais repartir finalement de mon schéma de tout à l'heure pour essayer de montrer à chaque fois où sont les leviers d'action par rapport aux freins, justement, sur ces changements de pratiques de mobilité. Alors, le premier élément, c'est la transformation du territoire. Je disais tout à l'heure, potentiel d'accueil du territoire, offrir des opportunités, etc. Ça, je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, ça a été largement évoqué. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont déjà en route et en train de se structurer sur le territoire ici. Donc les infrastructures de transport en commun, les infrastructures de mode doux, les pistes cyclables, etc. Toutes ces opportunités qui sont offertes par le territoire, elles vont bien sûr avoir une place très importante en tant que levier pour accompagner les changements de comportement. Le deuxième élément, c'est d'agir sur les expériences individuelles en augmentant, en favorisant en fait les savoirs et les savoir-faire autour des différents modes de transport, parce qu'en fait, moins on a expérimenté quelque chose et moins on sera tenté d'y aller et de tester et d'essayer, parce qu'on ne sait pas faire, parce que ça nous fait peur. Et plus on avance en âge, et plus ça devient structurant, parce qu'on a du mal à remettre en question nos habitudes et nos savoir-faire. Et donc, la question aussi de former et d'accompagner tout au long de la vie, elle me semble essentielle. J'étais il n'y a pas si longtemps à la soutenance de thèse d'une doctorante qui a travaillé sur les pratiques cyclistes chez les jeunes. Donc elle a fait sa thèse à l'université de Lausanne en Suisse, mais on a exactement le même phénomène en France, c'est-à-dire qu'il y a un décrochage extrêmement fort de la pratique cyclable, de la pratique cycliste chez les adolescents. On voit exactement la même chose en France. Et elle a essayé de comprendre en fait où étaient les ressorts alors peut-être pas tant de l'abandon, mais plutôt de comprendre pourquoi est-ce que certains adolescents continuaient à faire du vélo alors qu'il y a ce décrochage extrêmement fort chez la plupart. Et en fait, ce qu'elle montre et qui est vraiment super intéressant, je trouve, c'est que le fait que les adolescents continuent à pratiquer le vélo quand ils sont adolescents et après quand ils arrivent à l'âge adulte, c'est parce qu'il y a une culture cycliste à la maison et que les parents font du vélo. Et alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est ressorti de manière extrêmement forte. Et donc là aussi, la manière dont on montre aux jeunes générations comment on se déplace, elle a un effet structurant après sur les habitudes qui vont perdurer pour le reste de l'existence. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est qu'à l'inverse, il peut y avoir des expériences traumatisantes qui vont éloigner durablement les gens des transports en commun. Et ça, c'est un exemple, un extrait d'entretien d'une enquête que j'ai menée il y a déjà un certain nombre d'années, mais que je trouve vraiment très, très éclairant, d'une personne qui racontait ses expériences de ramassage scolaire très désagréables, où elle dit l'hiver on avait froid, l'été on crevait de chaud, il fallait attendre le bus pendant des heures, à l'intérieur du bus on n'avait pas de place, il y avait beaucoup de bruit, etc. Et c'est une personne qui a mis vraiment, je pense, 20 ans avant de revenir au transport en commun, tellement elle avait été marquée par cette expérience extrêmement désagréable de ramassage scolaire. Et là, je reboucle avec ma petite phrase de tout à l'heure en disant toutes les expériences sont importantes. Alors,
tout le monde n'est pas traumatisé par le ramassage scolaire, évidemment, mais en même temps, ça peut être des expériences qui structurent là aussi voilà, une image des transports publics, des habitudes, etc. Et donc, le travail aussi auprès des jeunes publics qui est amorcé, je sais, sur votre territoire, hein, notamment avec la gratuité pour les moins de 11 ans sur le réseau. Ça, c'est déjà une première chose, de favoriser l'accès économique, mais il y a aussi, bien sûr, l'accompagnement des familles, le fait de, voilà, d'éduquer aussi les enfants à prendre les transports en commun, etc. etc. Voilà. La question des routines dont j'ai parlé tout à l'heure, qui là aussi n'est pas évidente, parce que quand on est dans ces routines, c'est difficile d'aller expérimenter d'autres choses. Donc il faut créer des occasions pour expérimenter d'autres modes de déplacement. Alors par exemple avec des défis comme tous à vélo, ou des expérimentations comme un mois sans ma voiture, qui permettent en fait de tester, de se rendre compte, de voir où sont les blocages, que finalement c'est pas si compliqué, etc. Et avec là aussi l'importance de l'accompagnement, qui permet parfois de débloquer certaines situations, accompagnement qui est notamment prodigué par les maisons de la mobilité. Et puis au final, et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai largement utilisé mon temps. Peut-être qu'avec tous ces éléments-là, mis bout à bout, on va progressivement arriver à faire évoluer, à transformer ce système autonormé vers autre chose, un système de la multimodalité où, en fonction des contraintes et des besoins de nos déplacements, on aura toute une panoplie de modes à notre disposition, dont la voiture fera partie, mais ne sera pas peut-être le mode principal dominant vers lequel on ira spontanément, parce qu'on aura aussi à notre disposition plein d'autres outils. Et puis, voilà, je vous ai mis ici quelques visuels de ces différents dispositifs. Un mois sans ma voiture, les challenges mobilité, tous ces éléments-là qui créent aussi de l'émulation et la possibilité d'expérimenter d'autres manières de se déplacer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Moi, j'ai peut-être juste... Non, merci. J'avais peut-être une dernière question à vous poser avant de prendre celle du public. C'était, vous venez d'expliquer finalement que le changement de comportement, c'est très difficile à mettre en place. Ça s'appuie sur différentes choses, des expériences, des apprentissages, comment transformer ses routines. Et finalement, là, si on parle de ça, c'est aussi pour faire face à l'urgence climatique. Or, ce changement, il est lent structurellement. Comment faire pour trouver le bon équilibre, pour avancer, pour que le changement puisse quand même se faire pas trop lentement? Ça, c'est une très bonne question, et je pense que c'est un des enjeux principaux aujourd'hui. Quand on regarde effectivement les travaux de recherche sur les mobilités, on voit deux choses. La première, c'est que, comme j'ai essayé de l'expliquer et que vous venez de le dire, le changement, ça prend du temps. Et puis, la deuxième chose, c'est que les changements de pratique, ils sont réversibles. J'ai mon collègue Laurent Cailly dans la salle qui a travaillé sur ces questions-là, et que des changements qui peuvent se faire à un certain moment, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, les gens vont revenir à d'autres pratiques antérieures. Et donc, une fois que les gens ont changé, ça c'est pas dit que ce soit donné pour le restant de leur existence. Et effectivement, là, à mon avis, il y a un enjeu, une sorte d'incompatibilité entre, d'un côté, ces temporalités extrêmement longues du changement, parce qu'il faut faire évoluer tout un système, et ça prend du temps, et d'un autre côté, les injonctions qui, elles, sont urgentes. Et entre les deux, effectivement, c'est pas évident d'arriver à composer. Ouais, c'est ça. Surtout quand on a des signaux d'action publique qui sont parfois discordants. Et tout à l'heure, on a évoqué les questions des ZFE. Et c'est vrai que pour l'opinion publique, c'est pas évident de se dire mais alors du coup, est-ce que c'est très important ou pas?
parce que si on commence à faire des choses qui sont très contraignantes et puis qu'on les arrête alors qu'elles ne sont pas complètement mises en place, du coup ça donne des signaux qui sont parfois contradictoires et je pense pas évidents en fait à intégrer pour la majorité de la population. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci vraiment pour votre temps et pour d'être venu jusqu'ici pour nous partager vos réflexions et vos recherches. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez profiter de la présence de Stéphanie Vincent? Déjà une première question. On a une petite trentaine de minutes devant nous, donc n'hésitez pas. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Stéphanie Vincent pour son intervention très intéressante. Vous avez parlé de concevoir un espace public plus inclusif. Qu'est-ce que vous pensez des expériences de cœurs historiques qui ne sont plus du tout accessibles aux voitures? Je pense notamment à ce qui se passe en Italie. Je pense que ça peut être aussi un moyen. On n'en est pas là encore à Tours. C'est peut-être une piste pour l'avenir, mais voilà, proche de la cathédrale de Tours, proche du cœur historique, je pense qu'il y a... Bon, je peux faire sans micro, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez parlé aussi tout à l'heure... 1, 2. Pour les transports en commun, qu'il fallait bien sûr développer des chocs de l'offre, et il y a aussi des territoires qui développent de l'offre les chocs de la gratuité. Il y a 50 territoires en France qui ont fait ces deux chocs en même temps pour pouvoir favoriser la pratique des transports en commun. Et partout, dans une majorité de territoires, ça a fait progresser la pratique des transports en commun au détriment de la voiture. Avec donc moins de pollution, moins d'accidents de voiture, et voilà. Et des mobilités. Merci. Donc 2 questions en une sur la question de l'accessibilité des centres-villes et puis la gratuité. Ouais. Le micro a essayé de vous faire taire 2 fois. Je n'y suis pour rien. Ouais. La question de l'accessibilité des centres historiques, c'est vrai que c'est une question assez complexe. Je pense qu'il y a une tension un peu à tenir entre garder de l'accessibilité sans muséifier complètement les centres urbains. Et donc là, il y a peut-être des éléments de compromis à opérer, en tout cas pour ne pas éloigner complètement les centres historiques. Après... Quand on fait l'expérience sensible de se promener dans un espace historique dans lequel il n'y a pas de circulation automobile, et quand on fait l'expérience de se promener dans un endroit où il y a de la circulation automobile, l'expérience sensible, elle est complètement différente. On perçoit pas du tout les éléments architecturaux, patrimoniaux de la même manière. On n'est pas du tout dans le même confort de circulation, etc. Donc là, il y a des enjeux qui sont peut-être en partie irréconciliables entre la dimension touristique, la mise en tourisme en fait de ces espaces-là, et d'un côté et d'un autre côté à garantir un minimum d'accessibilité. Maintenant, l'accessibilité, elle peut se faire autrement aussi qu'en voiture, donc avec des organisations différentes, des parkings relais, des navettes, des choses comme ça, qui sont aussi organisées à certains endroits. Et puis votre deuxième question, je l'ai oubliée. Ah, la gratuité, ouais. La gratuité des réseaux. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions de gratuité, et notamment sur des gros réseaux, on n'a pas tant que ça de recul en fait pour l'instant. La gratuité, je pense qu'elle lève une certaine contrainte pour certains usagers. Peut-être qu'elle ne la lève pas pour tous, parce que quand on est de nouveau intégré on a intégré des routines automobiles, la gratuité c'est un élément parmi d'autres, mais c'est peut-être pas le seul qui va jouer sur les choses. Et l'augmentation des
l'augmentation des usagers des réseaux de transport en commun qui ont ouvert la gratuité, c'est aussi parfois des gens qui marchaient ou qui prenaient le vélo et qui, à ce moment-là, vont venir utiliser. Il y a pas mal aussi d'effets rebonds, finalement, de mobilité induite par la gratuité. Donc, je sais pas si c'est... En fait, honnêtement, je ne sais pas si c'est la solution idéale, la gratuité dans tous les réseaux. Je pense qu'elle s'adapte. C'est une solution pour certains réseaux et peut-être pas pour d'autres. C'est une réponse un peu de Normande que je vous fais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle lève la contrainte de l'accès économique. Et ça, c'est pas négligeable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Merci. Vous évoquiez un rapport de force. On parle souvent entre les usagers, moi je dirais dans les politiques publiques aussi, puisqu'on voit que des choses se jouent au quotidien et de façon régulière. Et ce rapport de force, il existe avant le changement, pendant le changement et après le changement. Il suffit d'être à vélo, ce que je fais parfois, ou d'être en voiture, ce que je fais parfois, pour se rendre compte que c'est parfois compliqué. Est-ce que vous voyez une tendance positive avec une amélioration ? J'aimerais bien vous dire qu'il y a une tendance positive et une amélioration sur ces rapports de force. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, on est plutôt sur le mode confrontation, en fait, notamment entre les modes motorisés et les modes doux, et en particulier les cyclistes. C'est vrai entre les automobilistes et les cyclistes, c'est vrai entre piétons cyclistes, c'est vrai entre les bus parfois et les cyclistes. Donc là, aujourd'hui, moi j'ai un peu l'impression qu'on est à la confrontation de deux mondes. C'est-à-dire que il y a un modèle automobile qui est encore très installé, mais qui est en train de se transformer. Et que oui, il y a des résistances en fait par rapport à ça. Et que chacun des usagers se pense dans son bon droit, a peut-être pas non plus beaucoup l'habitude de cohabiter avec les autres. Et je pense que ça aussi, ça prend du temps d'apprendre en fait à cohabiter ensemble. Et il y a d'autres cultures dans lesquelles les circulations, par exemple, elles se font sans code de la route, sans réglementation, sans séparation de l'espace, et ça se fait en fait. Alors, de l'extérieur, ça donne l'impression que ça se fait de manière fluide, mais je pense que chacun a aussi intériorisé les manières de fonctionner des uns, des autres, etc. Et ça, c'est peut-être le point dans lequel on est aujourd'hui, c'est d'arriver à fluidifier en fait la cohabitation, parce que pour l'instant, il n'y a pas tant que ça de recul en fait sur la cohabitation des différents usagers entre eux. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas sûre qu'on soit dans l'amélioration. C'est pas ce que je vois dans les médias en tout cas. Donc une autre question. Oui, pour rebondir sur ce cas-là, on peut citer l'exemple, simplement les passages piétons. Donc la priorité aux usagers les plus vulnérables, ça date quand même de 2006. On en a parlé en 2006, le décret de 2008. Donc, ça fait quand même presque une génération que c'est en place, ça va faire 20 ans. Et on a eu un vraiment réel changement le jour où on a acté un nombre de points importants quand on ne laissait pas la priorité. Donc le changement, l'opportunité de changement, ça a été cette démarche sur la sécurité routière. Et à chaque fois qu'il y a eu des évolutions sur la sécurité routière, il y a eu de grosses discussions, il y a eu beaucoup d'opposition, mais ça a resté et c'est rentré dans les mœurs. Malheureusement, pas pour la limite à 90 et d'autres choses. Donc ça, c'était pour rebondir sur ça rejoint ce que vous disiez, c'est l'opportunité ou la contrainte qui fait le changement. Maintenant, je pense qu'on traverse la route en tant que piéton ou cycliste de façon beaucoup plus sécurisée qu'il y a quelques années. Et puis la deuxième question, c'est que la ville aussi a été construite et elle continue à être construite, peut-être pas sur Tours, mais sur d'autres communes, avec l'usage de la voiture.
C'est-à-dire qu'on a fait des villes qui étaient plutôt monofonctionnelles. On a chez nous une zone d'activité de service au Grange-Galant, on a une zone commerciale à Chambray, et puis on a des zones d'habitat qui sont ailleurs. Donc il y a un vrai travail, pas seulement sur les mobilités, mais sur la planification de l'urbanisme. Philippe Madec parlait de la ville des pantoufles, hein, en disant qu'effectivement, il faut que les gens puissent accéder aux services de proximité à pied ou en vélo. Mais il faut qu'ils aient cette offre de proximité. Aujourd'hui, sur la métropole, dans des communes périphériques, on construit encore des opérations d'aménagement importantes, hein, avec plus de 60-70 logements, qui ne sont pas desservis. On ne peut pas aller à l'école ni à pied ni en vélo de façon sécurisée. On ne peut pas aller chez le médecin ou chez le dentiste de façon sécurisée. On ne peut pas aller chez le boulanger de façon sécurisée. Ce n'est pas normal. Donc, dans le cadre de l'élaboration du PLUM, il faut aussi se poser ces questions. Quand on réalise une opération d'aménagement d'une certaine taille, il faut effectivement se poser la question de l'accessibilité. Puis petit à petit, faire des choses comme ce qui a été fait ici, c'est un bon exemple. C'est-à-dire de reconstruire la ville avec des petits quartiers où il y a des services de proximité. Merci. Donc une question autour du lien entre l'aménagement du territoire et les mobilités. Oui, j'allais dire, c'est pas une question, c'est une remarque. Simplement, évidemment que ces questions elles sont intimement liées. Et si on est rentré dans une séquence, une temporalité d'adopter tous ces documents en même temps, au-delà de l'injonction réglementaire, on va traiter de la question du SCOT en même temps que donc SCOT, schéma de cohérence territoriale à l'échelle de 55 communes. Donc on est plus proche de l'ère urbaine que de l'ère métropolitaine. La question du plan de mobilité dont on traite aujourd'hui et la question du plan local d'urbanisme métropolitain, le PLUM, ces trois éléments seront adoptés dans la même année. Enfin, les agendas sont un peu en train de se distendre, mais l'objectif c'était de les adopter même dans le même trimestre. Et ils sont construits de concert pour justement traiter de ces sujets-là. Évidemment que c'est quelque chose de fondamental. Et on traite des mobilités dans le SCOT et on traite des mobilités dans le PLUM. Évidemment, on traite des mobilités. Alors, un peu moins d'urbanisme, mais c'est un document qui est dans le PDM, mais c'est un document qui est opposable au PLUM, donc au plan local d'urbanisme. Voilà, donc c'est juste un élément de contexte. On travaille, les collectivités travaillent effectivement pour porter ces documents ensemble pour éviter ces dysfonctionnements qui viennent d'être cités. Merci beaucoup pour ces compléments. Alors attendez, monsieur, juste, est-ce que je peux vous... Non, mais on l'enregistre, c'est pour la rediffusion ensuite. J'ai presque oublié ma question. Oui, bonsoir. Donc je disais toujours plus vite. Vélo électrique, trottinette, et vous avez des piétons là-dedans qui ne comprennent plus rien, parce que les vélos, on ne les entend pas arriver. La trottinette, on ne l'entend pas arriver, et il y a des accidents. Un autre problème, si vous voulez, c'est les sas vélos. Ils sont pratiques, c'est pour la sécurité des vélos, mais dans certains cas, vous avez des voitures ou des automobilistes qui ne savent pas à quoi ça sert. Ce qui fait que vous avez un tourne-droite, et Édouard Vaillant, vous avez une personne qui est sur son vélo, qui se fait emmener par la voiture, et qui est blessée. Donc, toujours plus vite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Merci. Vous avez une autre question? Oui, ça me fait penser de la réglementation du vélo. Est-ce que la réglementation se met en place avec le développement du vélo ou est-ce qu'elle fait défaut? Parce que effectivement, si les cyclistes roulent sur les trottoirs ou grillent les feux rouges, effectivement, ça peut créer des problèmes. Donc, le développement du vélo, parce que tout le monde aime bien le vélo, c'est intéressant, mais ça doit peut-être se faire avec une réglementation adaptée qui évolue avec. Et puis, il y a une question qui me turlupine un peu l'esprit aussi, c'est l'emploi, puisque Tours, c'est quand même une ville touristique. Il y a beaucoup de personnes qui viennent des châteaux de Chenonceau ou de Chambord et qui passent à Tours. Est-ce que les difficultés de circulation risquent pas de favoriser le contournement de la ville? Les touristes ne s'arrêteraient plus à Tours, qui serait difficilement accessible pour partir plus facilement vers l'Anjou,
Et on sait que le tourisme, quand même, c'est important pour Tours, c'est des recettes, c'est des emplois, c'est l'hôtellerie. Donc moi, c'est cet aspect-là qui m'inquiète un petit peu. C'est la question de l'emploi. Et puis la question de la réglementation. On peut imaginer aussi, par exemple, que on puisse placer des plaques d'immatriculation sur les bicyclettes. Ça se fait en Suisse, hein, par exemple. Parce que souvent, on voit des cyclistes qui roulent un peu n'importe comment et puis qui sont pas dérangés et qui dérangent plutôt les piétons. Alors il y a plusieurs questions, donc j'en prends une dernière et puis après on répond à cette première série et ensuite une nouvelle série. Oui, bonsoir. Une question pour Madame Vincent. Est-ce qu'on a étudié pourquoi les gens habitaient aussi loin de leur lieu de travail et ce qui augmente forcément les temps de trajet, les nécessités de transport? Est-ce que vous avez étudié ça? Merci. Donc ça rejoint un peu la réflexion de tout à l'heure sur l'aménagement du territoire. Alors, oui, c'est une question qui est étudiée. Je parle sous contrôle de mon collègue géographe et qui pourra compléter ma réponse si jamais. La déconnexion en fait, entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, c'est un phénomène qui est ancien en fait, et voilà, qui a émergé progressivement. Et en fait, ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que ce qui a rendu possible cette déconnexion, c'est justement la mobilité facilitée avec l'avènement de la voiture et la diffusion de la voiture. Parce que comme je disais tout à l'heure, la voiture, elle ne sert pas à aller plus vite, elle sert à consommer plus d'espace. Et donc, en fait, elle permet d'aller se loger plus loin parce qu'on se dit, finalement, je ne vais pas mettre plus de temps pour aller sur mon lieu de travail. Et puis, je vais avoir des conditions de logement qui vont être plus agréables, plus d'espace. Je vais pouvoir accéder à la propriété. Il y a aussi cet enjeu-là, en fait, c'est que ce qui amène les ménages à s'éloigner, notamment des centres urbains pour pouvoir se loger, c'est aussi l'accès à la propriété qui est quand même plus facile économiquement, plus on s'éloigne des centres que quand on reste dans les centralités. Voilà, et puis derrière ça, il y a un phénomène économico-géographique qu'on appelle la métropolisation qui consiste en fait à ce que les activités se recentrent en fait toujours plus sur les centres urbains, notamment les activités économiques, et donc qui crée aussi une concentration d'emplois dans certains endroits et du coup qui accentue des questions de monofonctionnalité des espaces en fait. Donc voilà, tous ces ingrédients-là, ils font qu'effectivement les gens se logent plus loin de leur lieu de travail, mais aussi parce que les activités sont toutes concentrées au même endroit et c'est difficile économiquement, financièrement, d'accéder au logement à proximité des activités. Ça répond à votre question, je pense. On avait donc une remarque tout à l'heure sur le fait que la circulation en vélo qui augmente doivent s'accompagner ou non d'un code de la route cycliste, du cycliste ou d'une réglementation. D'accord. Alors, il y a de plus en plus d'accidents avec des vélos, mais il y a aussi beaucoup plus de vélos et les accidents seront aussi beaucoup moins impactants. Donc ça, c'est statistique et c'est irréfutable. Donc globalement, plus de part modale du vélo, c'est moins d'accidents graves. Donc il faut avoir ça en tête. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on est dans un moment de changement, de réorganisation des mobilités, parce que qu'il y ait un maire écologiste ou pas dans les grandes villes, il y a de plus en plus de cyclistes. Donc nous, on a fait le choix, avec la métropole qui n'est pas écologiste, de développer un réseau de transport, un réseau cyclable qui a été voté à l'unanimité à la métropole, que je mets en œuvre parce que voilà, je suis aux mobilités. Derrière, ça permet justement de réduire les zones de conflit
et les zones de conflit, parce que il y en avait un peu partout, parce qu'il n'y avait pas vraiment de pistes cyclables avant qu'on arrive, ou très peu. Donc il y a moins de zones de conflit quand on a des zones qui sont bien matérialisées pour les vélos et bien isolées du reste. Et ça permet quoi? Ça permet par exemple, et ça a été, je pense, la mesure la plus plébiscitée des mesures que j'ai prises sur les mobilités depuis le début de mon mandat, c'est d'interdire au vélo la rue nationale. Parce que quand on a fait une piste cyclable rue Marceau et une piste cyclable rue Buffon, on n'a plus besoin de laisser passer les vélos rue nationale. Et donc, on redonne la rue nationale juste aux piétons et aux tramways. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne mesure. Mais ça se fait que quand on a construit un réseau parallèle, parce que sinon, il y a un danger et on peut difficilement pousser les vélos en dehors de la rue nationale quand on n'a pas fait la rue de Buffon ni la rue de Marceau. Donc, on est dans une période de mutation, de construction, de réorganisation. Et donc, à chaque fois qu'on change des habitudes, d'abord, tout le monde se plaint, c'est les travaux, c'est tout ça. Puis après, il y a des nouvelles habitudes à prendre. Et puis, petit à petit, on est en train quand même, même si on est dans une période très conflictuelle, et ça, voilà, c'est difficile de lutter contre ça, enfin de modifier ça à très court terme, parce qu'il y a tellement de facteurs exogènes qu'on n'est pas des magiciens et on ne va pas redonner la banane à tout le monde. Donc, malgré cette période de tension très forte, parce qu'on est dans une période qui est très anxiogène pour tout le monde, y compris les jeunes, etc., le fait de dissocier les flux voitures, des flux piétons, des flux vélos, ça a quand même pour objectif, et ça fonctionne là où les pistes sont installées aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Après, que les cyclistes, que les trottinettes, que les vélos aient envie d'aller vite, ils veulent, pour être compétitifs par rapport à l'utilisation de la voiture, il faut qu'ils puissent effectivement circuler de manière assez rapide. Donc, après, chacun a son usage de la trottinette, du vélo et voilà. Et les questions de civisme, je vais pas non plus. On va avoir des difficultés à les régler nous tout seuls. Mais les problèmes de civisme sur les automobiles, ils sont énormes et ça coûte cher. Vous avez eu des cyclistes qui sont morts ou qui sont dans un état critique. Il y a eu deux accidents très impactants sur les boulevards il y a quelques semaines. Ce n'était pas de la faute des cyclistes, c'était de la faute des automobilistes. Et là, ça fait mal. Donc, vous dire que le vélo, c'est quand même beaucoup moins dangereux et c'est beaucoup moins impactant en termes d'accidents. Mais bien sûr, il y a plus d'accidents avec les vélos parce qu'il y a beaucoup plus de cyclistes. On a multiplié la part modale des cyclistes entre Loire et Cher entre 2019 et 2025. On est passé de 5 à 10%. Donc, ça peut paraître faible, mais on a quand même multiplié. Et c'est des milliers de circulations vélo supplémentaires tous les jours. Donc, il faut accompagner ça, et c'est accompagné de changements de réglementation. Il y a des petits M13 12. Chaque fois, je regarde Margot Bessot qui est au service de la ville et qui me corrige à chaque fois. Merci Margot. On met en place donc des tours à droite avec les petits panneaux à chaque carrefour pour que finalement le cycliste n'ait pas à tenir compte du feu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la responsabilité, ça reste celle du cycliste, de faire attention et de ne pas s'engager sur la droite alors qu'il y a un véhicule, ou un risque d'accident. Donc on redonne toute la responsabilité finalement au cycliste qui peut passer le feu, mais qui a toute la responsabilité de ce qu'il fait. Donc il ne faut pas se dire ils font n'importe quoi. Non, c'est la loi, c'est comme ça à chaque fois. À chaque carrefour où il y a un petit M12, le cycliste peut tourner à droite. Et il y a même d'autres, je ne sais pas s'ils s'appellent M13 ou M14, mais qui permet de passer le carrefour, mais aussi en marquant un temps d'arrêt, en vérifiant et en passant devant. Ça se fait à Lyon et peut-être on le fera à Tours parce que l'objectif, c'est quand même de fluidifier. C'est dans une des attentes. Donc tout ça pour vous dire que les choses changent petit à petit, que la réglementation, effectivement, et j'entends ce que vous dites, il y en a qui n'ont pas suivi ce changement culturel, et beaucoup d'automobilistes en particulier, qui ne savent pas que le M12, ça existe et que donc les cyclistes, ils ne grillent pas le feu, mais simplement, ils respectent la nouvelle réglementation, qui ne savent pas qu'ils sont sur un sas vélo. Et voilà, donc ça se fait petit à petit. Donc on va rééditer le code de la rue
qui avait été fait, bref, il y a plusieurs années maintenant, sur Tours, qui redonne un certain nombre de règles de cohabitation entre les différents flux de mobilité. Mais ça ne va pas sauver le monde et changer les incivilités de tout le monde. Mais c'est des petits éléments de sensibilisation, d'information qui font que petit à petit, on progresse. Et puis, il y a aussi des cours de vélo à l'école. Il y a le collectif cycliste, je ne sais pas si... oui, il y en a qui sont là, qui travaillent là-dessus et qui développent... alors, à la fois, ils remettent des adultes sur le vélo à 30, 40, enfin, peu importe. Et puis, ils font des cours de vélo et de code de la route pour les cyclistes très jeunes. Et ça, c'est aussi un apprentissage qui va nous permettre de capitaliser sur la suite, quoi. Donc, j'ai répondu à la réglementation. Les touristes, ils adorent le vélo, hein. La Loire à vélo, ça bat des records. Et vous dire que c'est pas... les transformations, peut-être, et quelques contraintes ou les changements de sens de circulation ou le fait d'avoir réduit un peu la place de la voiture en centre-ville de Tours qui va dissuader les touristes de venir à Tours. S'ils veulent venir, ils viennent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de touristes qui viennent dans nos musées parce qu'on a une offre très attractive des musées. On bat des records. Et ils n'ont pas de problème de stationnement. Ils trouvent à se stationner ou ils viennent en vélo. Et donc, il y a toujours plus de touristes qui viennent à Tours. Et d'ailleurs... même les commerçants qui sont souvent en colère sur plein de sujets, les commerçants des halles me disent maintenant on n'a plus de trous l'été parce que c'est les touristes qui prennent le relais et qui viennent acheter nos bons produits aux halles de Tours. Donc pour moi il n'y a pas de sujet et au contraire les touristes ils sont plus sur la ville relationnelle et donc le travail que l'on essaye de faire c'est justement d'offrir, je parle avec des termes que j'aime pas trop, mais une expérience aux personnes qui viennent à Tours en développant les espaces végétalisés, en développant les espaces piétonnisés, en proposant une offre culturelle riche et en apaisant un certain nombre de quartiers par la possibilité de fonctionner avec des mobilités plus douces. Voilà. Donc je pense que les touristes, ils sont plutôt toujours satisfaits. Le risque qu'on a, c'est de devenir une ville-musée et d'avoir que des Airbnb et de faire partir. Donc ça c'est un vrai risque sur lequel on travaille, mais là je vous parlerai logement social, c'est d'autres politiques publiques. Mais le fait d'améliorer le cadre de vie, d'améliorer l'accessibilité, l'accès des mobilités douces, tout ça, c'est très favorable au tourisme. Je crois que j'ai répondu à tout. Toujours plus vite, le tourisme, les réglementations, le civisme, le code de la rue. Merci beaucoup. Il nous reste peu de temps par rapport à l'heure qu'on s'était fixée. Comme on a commencé en retard, il y a 2 questions, 3. L'objectif de travail que vous nous avez présenté est d'améliorer la qualité de l'air. La métropole de Tours possède-t-elle un outil suffisant pour mesurer cette qualité ? Et y a-t-il une démarche dans l'avenir afin de doter la métropole d'un outil performant de la qualité de l'air ? Merci. Donc une première question. Merci. Moi, j'ai plutôt une question pour Madame Vincent sur la contrainte et sur est-ce que vous pouvez un peu préciser ce qui fait que la contrainte peut être un moteur de changement et derrière, mon idée, c'est qu'à Tours, on va avoir une grosse contrainte dans les prochaines années qui sont les travaux du tram. Et pour que ce soit moteur de changement, est-ce que c'est une meilleure stratégie d'essayer de limiter la contrainte sur la circulation en montrant aux gens qu'on essaye de faire des efforts pour que ce soit pas trop compliqué, qu'ils puissent ne pas trop chambouler leurs habitudes, ou alors est-ce qu'on peut se dire donnons le tout pour le tout, la circulation ne passe pas, on va tout faire pour que les gens fassent du vélo, prennent le bus, quitte à donner la priorité sur le trafic, etc. Donc est-ce qu'il y a des facteurs qui font qu'une contrainte peut être plus ou moins moteur de changement, ou au contraire créer une forte résistance ? Merci beaucoup. Et je prends la dernière question, comme ça après on clôt le cycle. Merci. Du coup, c'était quasiment la même question que Margot sur le déclenchement sur le facteur de déclenchement de la contrainte. Effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a des contraintes type le Covid ou l'incendie du pont à Rouen qui ont déclenché des choses assez positives, de l'entraide, du covoiturage, des choses comme ça. Et il y a des contraintes
qui sont vécues comme quelque chose qui est imposé souvent par les élus, etc. Et qui, au contraire, donne l'impression qu'elles renforcent presque plus les gens dans leurs habitudes, comme disait Margot, par rejet. Donc je voulais savoir si vous aviez travaillé sur cette typologie de contraintes et ce qu'elles pouvaient impliquer. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Boulanger, pour répondre à... Si, ouais, il fonctionne, c'est bon. Oui, je vais répondre sur le réseau. Effectivement, on a le réseau Liguerre qui couvre l'ensemble de la région, qui couvre la métropole. Et on arrive également, via ce réseau, à faire des relevés ponctuels sur certains secteurs en fonction des besoins. Aujourd'hui, pour les éléments dont on a besoin, c'est suffisant à l'échelle métropolitaine pour mesurer ces évolutions à cette échelle-là. Il pourrait y avoir des études plus poussées pour d'autres raisons, mais pour les questions qui relèvent de suivi des évolutions liées aux paramètres qui sont directement liés à la mobilité, le réseau est considéré comme suffisant par les professionnels qui travaillent sur ces questions-là. Je vais profiter, parce que moi aussi j'avais une question, donc j'aimerais bien pouvoir la poser. Sur la question de la sensibilisation, moi je comprends bien que la question des accords de Paris, ça fasse rêver personne et que ça ne soit pas suffisamment mobilisateur et déclencheur. Sur la question de la santé publique, moi ce qui m'interpelle, c'est quand on a tous un enfant, un petit enfant, un proche qui a une maladie chronique respiratoire, qui est sujet à l'obésité, qu'on a des proches qui sont sujets aux maladies cardiovasculaires. Pourquoi ce qui nous touche quand même et qui nous affecte au quotidien n'est pas suffisamment déclencheur pour se dire on est co-responsable de ce qui arrive à mon enfant, à mon petit-enfant ou à mes parents. Et ça, moi, c'est quelque chose qui vraiment m'interpelle sur la question du changement de comportement. Et j'avais une autre question, là, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça m'a surpris quand vous avez dit les ados qui retournent vers la voiture ou vers la motorisation, vers d'autres modes, c'est surtout les ados qui n'ont pas l'exemple des parents. Alors que je prends un autre, alors je n'ai peut-être pas bien compris, alors que moi je prends un autre sujet qui est le sujet des déchets. On s'aperçoit c'est l'éducation des enfants qui font changer le comportement des parents parce que c'est plus facile de mobiliser les jeunes sur ces questions-là. Et pourquoi ce qui est vrai sur les déchets ne serait pas vrai sur les mobilités? Voilà, deux questions en plus. Je vais essayer de faire des réponses courtes. Alors, typologie de contraintes, moi, je n'ai pas particulièrement travaillé sur les typologies de contraintes. Ce que je comprends, c'est que, en tout cas dans les exemples que vous avez donnés, il y a une contrainte qui s'impose à tout le monde et sur laquelle on ne peut pas agir. Et la contrainte qui vient de l'action publique et du politique, on a l'impression que c'est volontairement, on fait des trucs pour nous embêter. Et donc, ce n'est pas perçu de la même manière, j'imagine, par l'usager. Et donc, ça amène pas les mêmes formes de résistance ou d'enthousiasme sur ce que ça va occasionner derrière. Par contre, il y a des travaux intéressants, je pourrais vous donner les références si vous voulez, notamment sur les questions de travaux et la congestion, etc. Et ce que ça amène en termes de changement de comportement, c'est qu'il y a une magnifique théorie sur la mobilité qui est la théorie de l'évaporation du trafic. Et en fait, ce qui est très perturbant, et il y a très peu, en fait, on n'a pas vraiment de travaux très concrets là-dessus, c'est qu'on ne sait pas où va cette évaporation de trafic. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand il y a des gros travaux, des fermetures d'axes, de circulation, de choses comme ça, on a à peu près un tiers d'évaporation de trafic qui ne revient pas après. Et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment, où sont passés en fait. Alors ça pose plein de problèmes méthodologiques de savoir comment on va suivre et repérer qui s'est évaporé pour faire quoi, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de travaux, mais en tout cas, on a très peu de choses là-dessus, mais il y a de l'évaporation, c'est ça, c'est magnifique. Et sur la question de la sensibilisation et le fait que la santé publique... Alors, votre question, c'est super intéressant, elle m'amène en fait à dire aussi quelque chose, c'est que moi je trouve que quand on est dans le registre de la mobilité et des changements de comportement de mobilité,
on est quand même très souvent sur la responsabilisation des gens, parfois même sur de la culpabilisation. On dit ah mais c'est pas bien d'utiliser la voiture, alors que parfois il y a aussi des gens qui n'ont pas la possibilité de faire autrement et donc qui se trouvent un peu pris au piège par rapport à ces éléments-là. Et il y a toujours ça renvoie toujours à des enjeux un peu collectifs, généraux, comme l'environnement, la responsabilité par rapport à la santé, etc. Moi, ce que je trouve toujours fascinant, c'est que quand on parle de voiture, on est toujours dans le registre de la voiture, c'est la liberté absolue, c'est un objet désirable, les technologies, la transformation des technologies automobiles, en fait, elle n'a pas changé cet élément-là fondamental, à mon avis, c'est que la voiture, on nous la vend toujours comme un truc qui fait rêver, alors que les mobilités alternatives, ça reste un truc beaucoup plus, moins sexy, quoi. On nous le vend pas toujours très bien. Donc, je trouve que là, il y a aussi des discours qui sont, pour moi, assez perturbants. Et des fois, je me dis, si on nous vendait avec les mêmes efforts publicitaires et de marketing, les mobilités alternatives à la voiture, peut-être que ça les rendrait plus désirables et qu'on serait tous beaucoup plus enthousiastes à aller prendre le vélo et à faire autrement. Et pour répondre précisément sur votre question, pourquoi est-ce que ça mobilise pas plus les gens sur les changements de comportement, c'est qu'en fait, les enjeux environnementaux, mais comme les enjeux de santé, c'est des enjeux qui sont éloignés, en fait. On a l'impression que c'est des trucs qui sont généraux et on perçoit pas exactement l'impact direct de nos propres pratiques. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan et donc finalement la responsabilité, elle est assez éloignée et c'est ça qui fait qu'on se sent moins concerné par cet élément-là. Et peut-être que dans le tri des déchets, il y a quelque chose de beaucoup plus proche, c'est-à-dire que le volume de déchets qu'on produit, on en a une appréciation directe tous les jours quand on descend sa poubelle ou toutes les semaines, alors que l'impact sur la santé du voisin ou du petit enfant qu'on connaît dans sa famille, on la mesure moins facilement. Pas assez. Je pense qu'on peut clore cette rencontre qui était assez riche en enseignements. Merci à tous et toutes de vous être déplacés tant pour écouter que pour parler. Et voilà, simplement pour dire que le plan de mobilité va continuer d'être travaillé, élaboré pour être arrêté à l'automne prochain, avant d'être soumis à une enquête publique en 2026. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.